D'aucuns le nieront, la géopolitique internationale est fortement marquée par la logique de l'équilibre des dominants, celui des grandes puissances. Et dans l'ombre de ces géants, on retrouve bien souvent des États, la plupart des pays du globe en fait, qui tentent tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de la relation entre deux des plus grands pays du monde, mais qui est marquée par un écart considérable de puissance, les États-Unis et le Canada. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Roussel, professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, et spécialiste des questions de politique étrangère. Stéphane Roussel, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Merci à vous. Monsieur Roussel, quand on pense à la relation entre un géant et, disons, un État plus modeste, on pense fréquemment au Canada et aux États-Unis, bien sûr, particulièrement, bien sûr, en Occident. Comment on décrirait cette relation-là, justement? Est-ce que c'est forcément toujours un rapport de domination? La relation canado-américaine, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est originale sous plusieurs aspects. D'abord, c'est vrai qu'elle est fondamentalement inégale. Oui. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan de la démographie, les États-Unis l'emportent sur le Canada dans un rapport de 1 contre 10 ou voire plus. Et donc, par conséquent, c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que le Canada soit, toutes choses étant par ailleurs égales, à la merci des États-Unis. Ben oui. Hein? Et c'est vrai jusqu'à un certain point, dans la mesure où, dans la grande majorité des dossiers, soit les dossiers bilatéraux qui concernent les deux pays, soit leurs relations sur la scène internationale en rapport avec d'autres pays ou d'autres régions, généralement, ce sont les initiatives américaines qui vont commander une réaction canadienne, le Canada s'ajustant à la politique américaine, le contraire étant à peu près jamais le cas. Il y a une américanisation, si vous voulez, de la politique canadienne, mais il y aura très rarement une canadianisation de la politique américaine. Voilà. Ceci étant posé, on ne parlera pas d'une domination entre des rapports canado-américains parce qu'il y a au contraire d'autres caractéristiques intéressantes dans cette relation-là. La première, dont on doit se rappeler, qu'on tend à oublier tellement elle est évidente, c'est le caractère fondamentalement amical des relations entre le Canada et les États-Unis. La guerre ne semble pas être un moyen normal ou possible même pour résoudre les différends entre les deux pays. Les Canadiens n'ont pas peur de se réveiller un matin avec des soldats américains qui patrouillent les rues des grandes villes. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie, si vous voulez, de l'horizon du possible. Deuxième caractéristique qu'on doit souligner, c'est la proximité socio-culturelle des sociétés canadiennes et américaines. Les deux sont d'origine anglo-saxonne. Le Canada est majoritairement peuplé d'anglophones, les États-Unis aussi. Et les deux ont la même origine culturelle, si vous voulez, en termes politiques et en termes juridiques, en termes d'organisation de la société. C'est deux sociétés anglo-saxonnes. Vous voulez dire qu'il y a une vision partagée à ce moment-là, d'un certain sens, de la façon dont on va entrevoir la vie politique, la vie légale, la justice, tous ces éléments-là? Absolument. Absolument. Il y a une communauté de vues, il y a une communauté, donc, il y a une manière commune de gérer les problèmes. Canadiens et Américains s'entendent bien, ils se comprennent, ils se connaissent, ils ne se méfient pas nécessairement l'un de l'autre. Ce qui enlève, et deuxième, encore ici, des éléments de pression qu'une grande puissance pourrait utiliser sur une plus petite puissance, dans la mesure où les deux sociétés se considèrent, si vous voulez, pour presque comme des cousins, ou, oui, ou faisant partie de la même famille. Donc, les problèmes se résolvent en famille. On a les mêmes manières de négocier, de discuter, et la plupart des différends entre le Canada et les États-Unis, en fait, tous les différends entre le Canada et les États-Unis se résolvent par la négociation, par des compromis. Et aux grandes dames de plusieurs Américains, ce n'est pas nécessairement toujours les États-Unis qui emportent dans les négociations ou dans les compromis. Bien souvent, les négociations et les compromis vont refléter autant, voire des fois dans certains cas
plus la vision canadienne que la vision américaine. Attendez, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que non seulement il n'y a pas de rapport de domination, qu'il y a un rapport de confiance, etc., mais qu'en plus, le rapport de force ne veut pas toujours dire que c'est les États-Unis qui gagnent de certains Exactement. sens. Il y a effectivement, on va parler ici des rapports d'interdépendance dans lesquels les deux partenaires ont besoin l'un de l'autre. Le Canada et les États-Unis sont de très grands partenaires économiques. Le Canada est en train de se faire damer le pion par la Chine en ce qui a trait le meilleur fournisseur des États-Unis. Mais il en demeure pas moins que l'économie américaine a besoin du Canada, l'économie canadienne a besoin des États-Unis. Dans un cas comme celui-là, on n'a pas tendance aussi à vouloir faire des pressions. En fait, même les Américains savent, je pense très bien que s'ils tentent d'exercer des pressions ou mettre des sanctions contre le Canada, ça a un effet boomerang immédiat sur leur propre économie. Et donc, par conséquent, vous enlevez encore une capacité d'utiliser un rapport de force qui serait à l'avantage des États-Unis. On est obligé, dans une situation comme celle-là, de négocier. Donc, ce ne sont pas des rapports égalitaires, ce sont des rapports asymétriques, mais qui tendent vers une forme d'égalité. Et un des éléments, et vous l'avez mentionné quelques fois, c'est peut-être une évidence, mais un des éléments qui caractérise ce rapport-là de bonne entente, c'est l'économie. Oui. C'est majeur là, dans cette relation-là. Là. Oui. Oui, à tel point, en fait, que bien souvent, on va mettre beaucoup l'accent sur les divergences entre les deux pays. Un cas célèbre, c'est celui de la guerre en Irak en 2003, lorsque le gouvernement libéral de Jean Chrétien a décidé qu'il ne suivrait pas l'administration Bush dans l'opération d'invasion de l'Irak. Et à l'époque, beaucoup de commentateurs canadiens avaient dit c'est une catastrophe. Quand la poussière va retomber, les États-Unis, les Américains vont se venger. Une rancœur, hein? On prévoyait effectivement, certains disaient que le Canada allait payer très cher d'avoir trahi. Exactement. Bien, force est de constater que 12 ans plus tard, on attend toujours les représailles américaines. Et à l'époque, je me souviens de discuter avec des gens du département d'État à Washington, donc le ministère des Affaires étrangères américain, et on me disait, écoutez, les relations canado-américaines, c'est au-delà des discussions entre le président et le premier ministre, c'est des millions d'échanges quotidiens entre les deux sociétés sur lesquels les deux gouvernements n'ont que peu de prise. Et finalement, qu'est-ce qui importe? Ce ne sont pas les relations entre les deux exécutifs, c'est les relations entre les deux sociétés qui se tiennent. Voilà. Donc, ça limite grandement la capacité du gouvernement américain ou du gouvernement canadien d'exercer des représailles sur l'autre ou d'exercer des pressions sur l'autre. Ceci étant dit, à l'échelle internationale, parce que, bon, bien sûr, en relation bilatérale, on comprend bien, donc, on a un rapport de force qui n'est pas un rapport de domination, mais à l'échelle internationale, quand même, j'imagine que les États-Unis font souvent de l'ombre au Canada d'une certaine manière. Ou du moins, comment est-ce que le Canada, d'un petit État comme le Canada, en termes de puissance, j'entends, peut tirer son épingle du jeu? Je veux dire, est-ce que finalement, il n'est pas obligé de toujours suivre ce que le géant voisin propose ou veut faire? Oui, c'est une question avec plusieurs volets. Tout d'abord, en fait, du point de vue des Canadiens, il y a une difficulté à se démarquer des États-Unis. Sur la scène internationale, bien souvent, en fait, moi-même, ça m'est déjà arrivé même de discuter avec des Canadiens anglais, des Américains assis à la même table, et d'avoir une certaine difficulté à savoir qui est américain et qui est canadien. Ils ont le même accent, ils sont habillés de la même manière, ils ont les mêmes préoccupations, ils ont les mêmes références, les mêmes références culturelles. Donc, un des défis de la politique étrangère canadienne, c'est de se distancier, de se démarquer des États-Unis, et il y a un certain nombre d'initiatives qu'un État comme le Canada peut prendre, qui sont originales, qui vont être distinctes de celles d'une grande puissance. Par exemple, le Canada a longtemps été reconnu comme étant ce qu'on appelle un entrepreneur des normes, c'est-à-dire un État qui va amener dans les institutions internationales la constitution de certaines normes. Des normes en matière de respect des droits de la personne, des normes en matière de respect de l'environnement, des normes en rapport avec certains droits particuliers. Donc, on a vu, par exemple, le Canada des années 90 défendre cette notion de sécurité humaine. Oui, tout à fait. Donc, défendre les droits des citoyens dans les États en guerre. Le maintien de la paix, qui a été pendant longtemps une des images de marque du Canada, remplissait cette fonction identitaire. On disait, les Américains font la guerre, les Canadiens passent en arrière et, d'une certaine manière, ramassent les dégâts ou permettent de rétablir la paix. Donc, il y a cette dimension identitaire qui est extrêmement importante. Mais il faut aussi ajouter d'autres choses.
Le Canada est un État marchand. C'est un État commerçant. La prospérité canadienne dépend largement de son commerce international. Ce commerce international se fait pour l'essentiel avec les États-Unis, mais il est très dépendant de la stabilité du système international. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'instabilité. On l'a souvent répété au Québec. Il n'y a rien de pire de l'instabilité pour les commerçants. Donc, et on voit sur la scène internationale que les seuls qui sont bien souvent capables d'assurer une stabilité dans le système international, ce sont les Américains, qui ont les seuls qui ont les ressources militaires pour le faire. Dans ce contexte-là, les Canadiens doivent inverser, si vous voulez, leur position dans la mesure où ils doivent encourager, où ils doivent soutenir les initiatives américaines perçues comme étant des initiatives de stabilité internationale. Et donc, ils doivent souvent s'engager à la suite des États-Unis. Et lorsque les Canadiens s'engagent dans des conflits internationaux, et ils le font souvent, plus souvent que l'on pense, bien souvent, ce n'est pas parce qu'ils ont l'obligation à l'égard des États-Unis, mais ça va être dans des cas pour encourager ou soutenir les États-Unis dans des opérations à l'égard duquel le Canada est généralement d'accord. Ce n'est pas qu'il est obligé, c'est qu'il... Et il y a une question d'intérêt à ce moment-là aussi, d'intérêts communs et d'intérêts qui sont canadiens à ce moment-là. Absolument, tout à fait. On va prioriser les intérêts canadiens. Absolument. Il y a des intérêts canadiens. Et souvent, en fait, intérêts canadiens et américains vont converger jusqu'à un certain point. Tout à fait. Certains Canadiens ne sont pas d'accord avec cette affirmation, mais on voit la manière dont s'exprime le gouvernement canadien. Il va dans la même direction que les États-Unis. Ben, justement, vous en avez parlé il y a quelques instants de ce qui a démarqué le Canada en politique étrangère au fil des années, dans les années 90. Vous avez parlé des casques bleus, etc., les missions de paix. Au moment où on se parle, 2015, 2016, qu'est-ce qui démarque maintenant le Canada sur la scène internationale? Le Canada sort d'une période qui était où le gouvernement est un gouvernement conservateur, un gouvernement qui est arrivé avec une vision très différente de la politique étrangère si on la compare à celle des libéraux, donc qui a dominé tout le long de la deuxième moitié du 20e siècle. Là, je vous interromps tout de suite, mais vous dites très différente. C'est pas juste une image, pas juste un mythe, c'est pas juste une idée qu'on se fait. C'est vraiment... En termes de conception, oui, vraiment? La conception qu'ont les conservateurs, et même, moi je les appelle les néoconservateurs, de la place du Canada dans le monde, elle est différente. Évidemment, ils font face aux mêmes contraintes que les libéraux. Ils doivent jouer avec un certain nombre de contraintes. Mais leur point de départ, leur vision de la place que doit occuper le Canada dans le monde est très différente de celle des libéraux. Par exemple, ces éléments que bien des Canadiens jugent comme étant très positifs, la contribution au maintien de la paix, la participation aux organisations internationales, le multilatéralisme, l'internationalisme libéral, ce sont des choses que les Canadiens voient comme étant très positives. Les conservateurs avaient une vision, et quand j'entends conservateur, on va l'entendre au sens large ici, c'est pas juste le Parti conservateur, mais c'est une grande partie de la population canadienne, vont dire c'était quelque chose qui avait aussi entraîné un certain nombre de problèmes. Par exemple, le maintien de la paix s'est heurté à toute une série d'échecs dans les années 90. En ex-Yougoslavie, en Somalie, au Rwanda. Donc, c'est des échecs patents. Et la conclusion qu'on en a tirée, c'est de dire ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la manière de... Et au contraire, le Canada perd de la crédibilité en s'engageant là-dedans. Deuxièmement, on a vu aussi, en particulier avec les difficultés budgétaires auxquelles le gouvernement canadien faisait face dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, le Canada était considéré par nombreux conservateurs comme étant le pays qui invitait tout le monde au restaurant et qui allait à la toilette au moment où il s'agissait de payer la facture. Donc, qui disait à tout le monde quoi faire, mais qu'il ne le faisait pas lui-même. Il ne le payait jamais pour ça. Il parlait beaucoup, mais n'agissait peu. Exactement. Et plusieurs ont dit, même dans le Parti libéral, parce que cette image-là vient de John Manley, qui est un député libéral, un ministre libéral sous Jean Chrétien, on disait donc que le Canada perd sa crédibilité internationale. Et maintenant, il faut revenir à une approche plus classique. Et ce que les conservateurs vont dire, on va cesser de se comporter comme un pays qui fait la morale à tout le monde et on va se comporter de manière plus normale. Donc, on va reconnaître qu'on a des intérêts internationaux. On va reconnaître que le monde, ou enfin, eux, la manière dont ils le voient, on va dire, le monde est dangereux. Il faut être prêt à lutter contre les terroristes qui ont mené aux attentats du 11 septembre, contre les talibans en Afghanistan, contre l'État islamique en Irak et en Syrie, et ainsi de suite, contre les dictateurs. Il faut être prêt à se battre. Ça rejoint, je dirais,
presque en totalité ce que vous avez dit avec un de vos collègues, Samir Battis, quand vous avez rédigé un article du Canadian Foreign Policy en 2010. Dans cet article-là, vous dites... Mais ce changement d'attitude, en faisant référence à un changement d'attitude, peut-être une approche un peu plus militariste, notamment sous Stephen Harper, mais qui avait probablement commencé avant, justement, après septembre 2001. Vous dites, mais ce changement d'attitude peut aussi être associé au fait que, pour l'une des rares fois de son histoire, le Canada n'a pas à rougir de sa contribution militaire et que, plutôt que d'être en position de se faire morigéner par ses alliés, il est dans celle de leur demander des comptes. Alors, donc, on veut couper avec cette image-là de pays pacifiste. Non seulement, et surtout, pas tellement cette image de pays pacifiste. Oui, d'une certaine manière, parce que de pays pacifiste, en même temps, ça signifie de pays qui se cachent et qui ne veulent pas s'engager militairement dans l'esprit des conservateurs. Mais en même temps aussi, c'est surtout de couper avec cette image du pays qui ne veut pas faire sa contribution. Et notamment dans l'Alliance Atlantique, et ce à quoi on fait référence dans cet article. Oui, exactement. C'est la position du Canada dans l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le Canada s'est taillé une réputation à partir des années 60, 70, surtout 70 et 80, d'un des États qui se faisait le plus tirer l'oreille pour contribuer à la défense collective contre les Soviétiques au cours de la guerre froide. Les Canadiens ne voulaient pas augmenter leur contribution, il y avait un matériel vieillissant, désuet qu'on refusait de remplacer. Sous-financement. On parlait l'image du Canada que les Canadiens eux-mêmes, en fait, ont entretenue au cours des années 70 et 80, c'est celle de ce qu'on appelait le mouton noir de l'OTAN, celui qui ne veut pas contribuer à l'effort collectif. Et ce à quoi on fait référence dans l'article, c'est que lors de la guerre en Afghanistan, les Canadiens ont, toute proportion gardée, payé un prix beaucoup plus élevé que bon nombre d'alliés. Ne serait-ce qu'en termes de vies humaines. Oui, bien sûr. Les pertes canadiennes sont beaucoup plus élevées compte tenu de l'engagement, du nombre de soldats qui sont engagés. Et donc, par conséquent, on pouvait dire que contrairement à ce qui était le cas dans les années 70-80, le Canada ne pouvait plus être qualifié maintenant de mouton noir. Au contraire, c'était plutôt celui qui donnait l'exemple par son engagement. Est-ce que ça a donné quelque chose? Là, je pense qu'on peut en douter parce que, en fait, au-delà de la réputation, est-ce que le Canada avait quelque chose à demander à ses alliés de l'OTAN? Comment il pouvait, si vous voulez, engranger les dividendes de cette bonne réputation? Ça reste à voir. Ça n'est pas clair, en fait. Mais en dehors du fait qu'on voulait changer cette image-là et se rapprocher, ou du moins être plus proactif à l'intérieur de l'OTAN, cette image-là d'un pays pacifiste non guerrier, est-ce que c'est pas un mythe, au fond? Parce que dans les faits, après la Deuxième Guerre mondiale, vous en avez parlé d'ailleurs, on a eu plusieurs implications militaires concrètes. Oui, absolument. Et ça, j'aime bien rappeler à mes étudiants qu'il s'agit d'un mythe, parce que quand on regarde l'histoire du Canada depuis la Confédération, depuis 1867, le Canada s'est engagé dans 10 guerres. Il y a certaines... Concrètement engagées. Concrètement, en envoyant des soldats sur le terrain, et non pas comme dans le cadre de missions de maintien de la paix. J'entends bel et bien comme belligérant, où on a bombardé et on s'est fait bombarder dans bien des cas. Donc, 10 guerres en un peu plus d'un siècle, c'est quand même beaucoup. C'est plus que bon nombre d'États. Et donc, on peut dire que le Canada est un pays qui est très belliqueux de ce point de vue-là. On pourrait dire un État guerrier? Est-ce que c'est trop exagéré? Jusqu'à un certain point, c'est vrai, tout à fait. Écoutez, juste en termes de nombre de guerres auxquelles il a participé, oui, le Canada est un État guerrier. Il l'est, mais c'est un guerrier qui, en fait, on va plutôt dire un État soldat qu'un État guerrier parce qu'il ne combat pas seul. Le guerrier étant l'image de celui qui se bat seul, le soldat, il fait partie d'un groupe. Et les Canadiens se sont toujours battus dans l'ombre de leurs principaux alliés. Principaux alliés étant l'Angleterre, les États-Unis et, on pourrait dire d'une certaine manière, la France aussi entrant dans ce groupe-là. Et c'est à chaque fois que ces États-là sont en guerre, en fait, on pourrait dire à chaque fois que ces 3 États-là sont en guerre, que les Canadiens vont les suivre. Donc, le premier engagement, en fait, se fait aux côtés de l'Angleterre, la guerre des Boers à la fin du 19e siècle, jusqu'à la guerre contre l'État islamique. C'est toujours dans le cadre d'alliances que les Canadiens... Les Canadiens ne font jamais la guerre seuls. Et donc, ils vont contribuer aux guerres de l'Empire britannique, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ils vont appuyer les Américains dans un certain nombre de conflits. La guerre de Corée, la guerre du Golfe en 1990-91, la guerre au Kosovo, et ainsi de suite, donc en passant par l'Afghanistan et jusqu'à maintenant. Donc, c'est un État guerrier, mais un État surtout qui est membre de coalition. C'est un allié loyal. C'est celui qui va appuyer ses partenaires,
ses grands partenaires. Sur la question de la défense du territoire, par exemple, je me demande qu'est-ce que le Canada peut faire de façon concrète en Arctique. En Arctique, par exemple, pour défendre sa souveraineté. Par rapport aux États-Unis, je veux bien qu'on ait planté un drapeau dans le Grand Nord, là, mais dans les faits, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose, là? D'abord, quand on parle de l'Arctique, ce qui est fascinant, je pense, l'élément le plus fascinant de tout ce qui est l'Arctique, c'est que les changements climatiques sont en train de nous donner accès à un nouvel océan. Donc, voilà. Littéralement, à quel moment il va remonter dans l'histoire de l'humanité où on découvre un nouvel océan, où on a accès à un nouvel océan, il faut remonter, écoutez, jusqu'au voyage de Cook, James Cook, dans le Pacifique, peut-être pour voir ça. Vous étiez bien jeune. Et en fait, on a même oublié cette période-là. Donc, en fait, on est confronté à l'émergence ou l'apparition, en tout cas, ou l'accession à un territoire qui n'était jusque-là que peu accessible. Premier élément, donc, en fait, c'est comme tout est à construire. Première chose qu'on va dire. Deuxième chose, on parle de défense de la souveraineté canadienne, ce qui implique que la souveraineté canadienne, elle est menacée. Or, ça, on peut le contester aussi, justement. Parce que on peut dire que 95 ou plus du territoire arctique n'est pas contesté par qui que ce soit. Je parle ni les territoires canadiens et les autres territoires. Les frontières sont, pour l'essentiel et dans leur très grande majorité, internationalement reconnues et ne font pas l'objet de litiges. Vous voulez dire autrement dit que la majeure partie du territoire que le Canada revendique en Arctique n'est pas contesté? Exact. Exact. Il y a, somme toute, très peu de conflits, en fait, qui opposent le Canada à ses voisins. Il y en a 4 ou 5 selon la manière dont on les compte. 2 qui sont avec le Danemark sont à toute fin pratique résolus, qui ne touchent que des territoires qui sont absolument minuscules. Parce que qui est dans ce dossier-là? Quoi? Le Danemark, la Russie? Il y a 5 États circumpolaires, ouais. Le Canada, les États-Unis, le Danemark par le Groenland, la Norvège et la Russie. Voilà. Donc, vous avez ces 5 États-là. Et le Canada a des conflits avec le Danemark, des conflits mineurs, purement symboliques avec le Danemark, qui sont à toute fin pratique résolus. Et vous avez 2 autres conflits peut-être plus substantiels avec les États-Unis. Ces 2 conflits, le premier de ces conflits-là touche la mer de Beaufort et qui est quand même un espace de 6 000 milles nautiques carrés, ce qui est quand même assez grand, surtout quand on sait qu'il y a du pétrole et du gaz, probablement dans cette région-là. Voilà. Mais ça tombe dans la catégorie des problèmes que les Canadiens et les Américains sont habitués de résoudre. On a résolu le conflit du golfe du Maine, qui était beaucoup plus important, ne serait-ce que parce qu'il y a des électeurs des 2 pays qui pêchent dans ces eaux-là et que tout recul ou tout compromis là-dessus pouvait être dommageable pour les 2 gouvernements. Et pourtant, en passant par les instances internationales, il y a un compromis qui a été trouvé et personne aujourd'hui ne se préoccupe encore du golfe du Maine. Dans le fond, c'est toujours cette question-là du passage du Nord-Ouest, finalement, qui est libéré. C'est celle-là qui est l'enjeu majeur. Oui, ce qui inquiète le plus les Canadiens, je pense, l'enjeu arctique qui va le plus souvent empêcher les Canadiens de dormir, si vous voulez, c'est cette question du passage du Nord-Ouest. Parce qu'il suffit qu'on mette en première page des journaux qu'on conteste la souveraineté du Canada sur cette région pour qu'il y ait un sentiment d'agression dans la population canadienne. Une impression, hein? Une impression, et qui est fausse en grande partie, mais ça montre à quel point il y a une sensibilité sur cette question-là. Et cette sensibilité ne s'explique pas par le fait que les gens ont des chalets dans cette région-là ou qu'ils vont visiter cette région-là. Les Canadiens ne vont pas dans le Nord. Il y a très peu de Canadiens, somme toute, qui vont là. C'est pas non plus une question de bénéfices économiques immédiats, parce que cette région-là n'est pas encore mise en valeur. Elle va éventuellement l'être, parce qu'il y a apparemment de grandes richesses qui s'y trouveraient. Mais c'est donc, je pense, une question encore ici de sensibilité identitaire, parce que le Grand Nord, le froid, la pureté de l'Arctique encore, les ours polaires, les Inukshuk, tout ça fait partie de ce qui définit les Canadiens et ce qui les différencie de la grande majorité des autres populations dans le monde. Il n'y a que les Russes ou les Norvégiens, à la limite, qui pourraient se comparer aux Canadiens là-dessus. Même les Américains qui ont un pied dans l'Arctique avec l'Alaska ne se définissent absolument pas comme un peuple arctique. Alors que pour les Canadiens, c'est important. Cette image donc de pays arctique est importante. En ce qui a trait au passage du Nord-Ouest, c'est un conflit qui est largement monté en épingle. Dans la mesure où
tous les gouvernements dans le monde vont admettre que les eaux du passage du Nord-Ouest, donc il s'agit de routes maritimes qui traversent l'archipel canadien dans le Nord, que ces eaux sont des eaux canadiennes qui appartiennent au gouvernement canadien. À ceci près, et les Américains, ce sont les Américains qui tiennent cette position-là, ils vont dire, oui, mais ce sont des eaux qui permettent de relier deux océans, l'océan Atlantique à l'océan Arctique ou encore l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et donc, par conséquent, ce sont des détroits internationaux. Et en droit international, un détroit, on ne peut pas empêcher la navigation dans un détroit international si cette navigation se fait, si c'est ce qu'on appelle un passage innocent, c'est-à-dire qu'un navire traverse le passage sans s'arrêter et sans y faire aucune activité. Et donc, ce que disent les Américains, c'est que oui, ce sont des eaux canadiennes, mais les Canadiens ne peuvent empêcher qui que ce soit d'utiliser ces eaux-là pour le commerce, pour le transport maritime. C'est là-dessus que porte le conflit. Pas sur la propriété, pas sur l'exploitation des richesses. Stéphane Roussel, dernière question. On a souvent dit que depuis plusieurs années, particulièrement sous Stephen Harper, notre image à l'international, notre identité a changé radicalement. Est-ce que c'est vrai, ça, selon vous? C'est très difficile à mesurer. La majorité des gens dans le monde n'ont pas d'opinion sur la politique canadienne, d'une part. Ceux qui sont en mesure d'observer ce changement-là, ça va être des gens qui s'intéressent pour une raison ou pour une autre au Canada. Qui font partie d'une diplomatie. Les diplomates ou les gens qui font du commerce avec le Canada ou qui ont de la famille au Canada ou des choses comme ça. Et de là, c'est très difficile à mesurer parce que, d'abord, les informations... Pour noter qu'il y a une différence dans la politique canadienne, il faut quand même déjà la connaître. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai toujours eu une difficulté à croire que les Canadiens étaient reconnus dans le monde pour leur contribution à la paix, pour leur contribution à la justice, l'établissement de la justice sociale. Même cette image qui est bien ancrée à l'intérieur des Canadiens, je ne suis pas sûr qu'elle soit si bien ancrée que ça dans la vision des non-Canadiens. Et donc, je doute qu'on ait soigneusement noté qu'il y avait une différence. Peut-être à terme, peut-être que ça va se produire à terme, mais pour l'instant, j'avoue que je suis plutôt sceptique. Lorsque j'entends des gens qui disent que le Canada a perdu sa réputation dans le monde, j'aimerais bien qu'on me le démontre. Non pas que je m'en réjouisse ou que je m'en désole, la question n'est pas là. La question, j'ai plus la difficulté à croire qu'on porte autant d'attention au Canada dans le monde. Bien, à tout le moins, on compte sur vous pour continuer à réfléchir sur ces questions-là. Stéphane Roussel, merci de votre présence. Merci à vous. Au plaisir.